Bon, ben vous ouvrez dans le dossier d'assemblage que je vous ai fourni. Vous ouvrez le fichier INDD. Donc le lien que vous avez utilisé pour télécharger ce dossier d'assemblage, c'est celui-ci, hein, c'est bit.ly 2DMJAFV avec les majuscules et les minuscules là où il faut. Ça vous a permis de télécharger le zip, vous l'avez dézippé en double-cliquant sur lui puisque vous êtes sur un Mac, sinon sur un PC il aurait fallu faire un clic droit extraire. Et il s'agit donc d'un document qui a été fait avec InDesign et exporté en faisant menu fichier assemblage, qui rassemble tout en un dossier en fait. Et quand vous devez transférer un document InDesign d'un ordinateur à un autre, c'est comme ça qu'il faut faire. Sur le premier ordinateur sur lequel vous venez de finir votre document InDesign, vous allez dans le menu fichier assemblage, plutôt que de faire bêtement fichier enregistrer sous. Enregistrer sous enregistre seulement le document InDesign, le .INDD, mais en faisant fichier assemblage, ça crée un dossier tout seul avec le document InDesign, le document IDML qui permet d'ouvrir le document InDesign dans d'anciennes versions de InDesign, le document PDF qui permet de voir le contenu du document InDesign sans avoir InDesign installé, les instructions, mais là il n'y a rien que j'ai mis comme instruction, les fontes utilisées par le document, ça peut être intéressant. Ceci dit, je vous conseille d'utiliser plutôt des fontes qui sont disponibles en standard sur PC et Mac, les fontes Adobe, livrées avec Adobe, ce sera plus simple. Et le dossier des liens qui sont donc les ressources utilisées par le document, toutes les images utilisées par le document. Donc tout ça, c'est fait par InDesign quand vous demandez de faire un fichier d'assemblage. Très pratique quand vous devez donc transférer un document InDesign d'un ordinateur vers un autre ou archiver un document InDesign. Alors, si vous dézippez sur un PC, à cause des noms longs de certaines images, vous n'arriverez pas à tout dézipper. Il y a des images qui ne se dézipperont pas et seront donc manquantes dans le document. C'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, je vous préviens que depuis mai 2016, Windows, en enclenchant une option, on arrive à accepter les noms longs, comme sur un Mac. Mais la plupart des gens n'enclenchent pas cette option sur Windows. Et donc, ils sont limités à un chemin de 256 caractères. Et donc, quand on essaie de dézipper par clic droit extraire sur un PC, quand on essaie de dézipper un zip qui contient des noms longs, les noms longs ne sont pas créés. Ils sont manquants dans le fichier dézippé. Sur Mac, il n'y a pas de problème puisque ça accepte depuis très longtemps les noms longs. Plus de 256 caractères pour tout le chemin. Voilà, ça a été longtemps un avantage du Mac d'accepter des noms longs. Ça vous permet de faire vraiment des structures, des hiérarchies de fichiers, de dossiers, de gérer un peu vos documents. Sur un Mac, c'est très, très facile. Par contre, sur un PC, ça a toujours été pénible d'être limité à 256 caractères. Mais je vous dis, depuis mai 2016, Windows permet d'accepter les noms longs si ça vous intéresse. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, on est sur un Mac ici. Et on va utiliser InDesign. Alors j'ai la version anglaise de InDesign, vous avez la version française, donc je vais chaque fois de toute façon donner les noms des menus en français, comme ça vous allez trouver. Hein. Vous allez voir dans la projection là, les menus InDesign en anglais, mais vous allez facilement les trouver dans votre version française de InDesign. Donc j'ouvre le fichier INDD. Il n'est bien sûr pas sur une clé USB parce que ça foirerait complètement les choses. Il est sur un disque dur, interne ou externe, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il ne faut jamais travailler dans les logiciels au départ d'un document qui sont sur une clé USB. Ça fait tout foirer. Notamment, InDesign ne verra pas toutes les ressources. Et aussi, il n'y a pas de vérification d'erreur. Quand vous enregistrez directement du logiciel vers la clé USB, il n'y a pas de système de vérification d'erreur. Donc, il y a un risque que le fichier que vous enregistrez sur la clé USB soit illisible. Il vaut toujours mieux l'enregistrer sur le disque dur et puis vous le transférez sur la clé USB avec le système d'exploitation, le gestionnaire de fichiers. Donc le document s'ouvre, voilà. Je vais double-cliquer sur la main dans la palette des outils pour l'afficher bien centré. Vous allez utiliser Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Donc d'abord le double-clic sur la main pour centrer les pages sur votre fenêtre de InDesign. Puis Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Bien. Alors, ceux qui ont une roulette qui ne fonctionne pas, oui, il y a différentes manières de zoomer. On me parle de commande plus, mais bon, ça me paraît un peu foireux. Je vais plutôt vous conseiller barre d'espacement commande, qui est le raccourci de la loupe. Et là, vous pouvez cliquer plusieurs fois, ça zoome en avant. Barre d'espacement commande. Sur le PC, ce sera barre d'espacement contrôle, bien sûr. Pour zoomer en arrière, barre d'espacement
Commande Alt et vous cliquez, ça zoome en arrière. Barre d'espacement, commande Alt, ça zoome en arrière. Barre d'espacement, commande, ça zoome en avant. Voilà, donc c'est pour ceux qui n'ont pas une roulette qui fonctionne sur la souris. Donc Alt, roulette ne fonctionne pas bien chez vous, peut-être. Vous avez en tout cas ce qu'il faut. Vous avez bien sûr également le raccourci pour bouger le document dans sa fenêtre. C'est la barre d'espacement toute seule. En supposant que vous n'êtes pas en train de travailler dans du texte, parce que sinon il faudra utiliser la touche Alt à la place de la barre d'espacement. Mais là, c'est la barre d'espacement et on arrive à bouger le document dans sa fenêtre sans problème. Vous avez ce qu'il faut pour naviguer. Donc, allez activer la main ou la loupe là dans la palette des outils. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans les logiciels Adobe. On utilise les raccourcis, c'est mieux, parce que sinon c'est vraiment foireux. C'est pour les débutants, ça. Vous êtes des pros, donc faites pas ça. Alors, palette page, menu fenêtre page. La palette page, chez moi, elle est comme ça. C'est-à-dire que quand elle est toute étroite comme ça, elle ressemble à ce que vous avez. Les pages se superposent les unes aux autres. Mais si je déplace la palette page, alors imaginons normalement, elle est à l'origine chez vous, je pense qu'elle doit être attachée comme ça, en fait, la palette page. Quand vous avez cliqué là, vous avez fait menu fenêtre page, voilà, elle apparaît là, et vous allez en fait la détacher par son onglet. Vous faites un cliquer glisser pour la détacher. Et donc j'étais en train de dire que quand on l'agrandit, voilà, les pages sont superposées dans la palette page. C'est ce qu'on appelle un espèce de chemin de fer. Mais chez moi, il y a quelque chose en plus. Quand je prends la petite case en bas à droite et que je la déplace vers la droite comme ça ne le fait pas, c'est super. Et bien voilà, il va falloir le faire aussi chez vous. On va faire en sorte que les pages se mettent les unes à côté des autres. Vous allez dans le menu de la palette page. Donc chaque palette a un menu. Et vous allez demander ici, afficher les pages horizontalement. Voilà, les pages se mettent les unes à côté des autres. Ce sont des doubles pages, bien sûr, c'est un document recto verso. Les pages se mettent les unes à côté des autres. Si vous avez agrandi la palette, parce que si elle est toujours étroite, vous avez toujours le même résultat. Hein. Ça suppose que vous avez agrandi la palette avec sa petite case en bas à droite. Les pages sont l'une à côté de l'autre, comme ça, voilà. Également, les gabarits des modèles de pages qui sont là sur le dessus de la palette page. Sur le dessus de la palette page, vous avez des gabarits qui sont toujours l'un au-dessus de l'autre. On va également les mettre l'un à côté de l'autre. Vous allez dans le menu de la palette page. Donc tout à l'heure, on est allé dans afficher les pages horizontalement, mais ici, il va falloir aller jusque option de panneau. La dernière ligne du menu de la palette page, option de panneau. Et vous allez décocher montrer verticalement. Vous décochez montrer verticalement en ce qui concerne les gabarits, les masters en anglais. On décoche ça, OK, et les gabarits sont l'un à côté de l'autre, c'est quand même mieux. On va peut-être modifier les dimensions des pages. Dans les dimensions des pages, pas dans le document, mais dans la palette page. Les dimensions des vignettes, je veux dire. Alors, pour modifier les dimensions des vignettes, on va dans le menu de la palette page, jusqu'à la dernière ligne, option de panneau. Et là, vous avez possibilité de modifier la taille des pages, la taille des vignettes de pages dans la palette page. Donc, je vais par exemple choisir extra large. Même chose pour les masters, pour les gabarits, extra large. OK. Et voilà. On voit un peu mieux les choses. Peut-être que dans le cas de mon écran, qui est quand même assez petit au niveau de son nombre de pixels, je vais prendre juste large, mais vous pouvez prendre extra large, il n'y a pas de problème, ça devrait donner bien sur votre écran. Voilà. Donc, la palette page est divisée en deux parties. On a la partie du dessous, ce sont les pages du document. Et on a la partie du dessus, ce sont les modèles de pages. Certains de ces modèles de pages, notamment le D, le E, le F et le G, ont été faits au départ de pages du document. Donc c'est ça un peu la logique qui a été mise en place ici. On a créé les pages du document en démarrant des gabarits B et C, qui sont des gabarits qui contiennent une grille une grille modulaire, on pourrait appeler ça. Donc les pages du document ont été créées au départ de ces gabarits B et C. Et puis, à un certain moment, on s'est dit, tiens, ce serait bien que certaines pages du document deviennent elles-mêmes des pages modèles. Et c'est pour ça qu'on retrouve des pages ici qui contiennent des images. Bien sûr, l'idée, c'est que quand je vais réutiliser cette double page, par exemple la D, je la réutilise dans le document, je vais enlever les images qui sont là, le titre va changer, le texte long va changer. C'est ça en fait l'idée, hein, c'est que ça, c'est juste un modèle. Voilà, même chose là. Quand j'utilise dans le document cette double page E,
Voilà, si je la mets dans le document, j'irai enlever les images, le titre va changer, le texte aussi. Ce n'est qu'un modèle. Même chose pour le F. Et le G ici, c'était la même chose aussi, sauf qu'on a vidé, avant d'utiliser le gabarit G dans le document pour créer ce modèle de page, on a vidé dans le gabarit, les images ont été sorties, les textes ont été sortis. Voilà. Eh bien, essayons de créer au départ du gabarit G, du modèle de page G, essayons de créer une nouvelle page. Donc vous allez simplement activer les deux pages du gabarit, là, clic, majuscule, clic, les deux pages sont activées, et vous allez les déplacer dans le document, par exemple à la fin du document. Donc vous prenez, après avoir activé les deux pages avec clic, majuscule, clic, vous prenez une des deux pages et vous la déplacez, et à la fin du document, là, c'est bien là à la fin, oui ça doit être ça à la fin, il n'y en a pas là? Non, il n'y en a pas là. Voilà, vous insérez, vous voyez une ligne verticale qui vous dit que vous allez insérer. Et voilà, vous avez le gabarit G qui est là. Tiens, il ne porte pas le bon numéro. Haha. Je suis en train de remarquer que le gabarit G porte la lettre F. Ça, c'est un problème parce que je passe de temps en temps de la version française à la version anglaise de InDesign. Et il y a parfois des petits problèmes comme ça. Ça peut arriver. Ou c'est parce qu'il utilise le gabarit F, en fait. Oui, il utilise le gabarit F. Je vais vérifier. Ne faites rien. Je vérifie juste ici que... Oui, non, ça va, c'est bon. Donc, il porte bien la bonne lettre G. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. C'est le gabarit G. Les pages sont basées sur le gabarit G. Bon, il se trouve qu'on a du parentage de gabarit ici. Le gabarit G utilise le gabarit F, qui lui-même utilise le B. C'est pas très important ici. C'est du parentage de gabarit, mais c'est pas très grave. Enfin voilà, vous avez déplacé le gabarit G, les deux pages là. Vous avez normalement des pages 22-23, vous avez ça qui utilise le gabarit G. Double-cliquez sur la page 22 par exemple, double-cliquez. Vérifiez que vous avez bien double-cliqué. Normalement, en bas à gauche de la fenêtre du document, il est indiqué que vous êtes en train de voir la page 22. S'il est toujours indiqué G, c'est que vous avez foiré. Vous n'avez pas double-cliqué, vous avez juste fait cliquer, c'est pas bon. Alors, je vais vous demander d'enregistrer le document régulièrement en faisant fichier enregistrer sous. Vous l'enregistrez dans le dossier d'assemblage. Voilà, dans le dossier d'assemblage qui contient le document sur lequel vous avez démarré, là. Vous allez enregistrer et vous allez changer le nom régulièrement. Par exemple, ici, à la place de document 50, je vais l'appeler 51. Donc c'est toujours une bonne idée d'enregistrer régulièrement ces documents sous un nom différent. Comme ça régénère la structure XML du document InDesign. Ça va éviter qu'il plante et qu'il soit inutilisable. De régénérer la structure XML, mais aussi, si vous faites une erreur créative, vous aurez au moins les versions précédentes du document. Donc ne faites pas l'erreur du débutant de travailler pendant des jours et des jours sur le même document InDesign. C'est vraiment foireux. Il faut un minimum de stratégie au niveau de la gestion informatique de ces documents. Sinon, vous n'êtes pas fiable, et ça, ne pas être fiable, c'est vraiment plus ennuyeux, encore plus que de ne pas être très doué. On peut s'en tirer dans l'infographie en étant pas très doué, et on évolue petit à petit. Par contre, quelqu'un qui n'est pas fiable, parce que quand on lui demande de faire un boulot 3 jours après, il risque de venir trouver le patron en disant « J'ai tout perdu, c'est la faute du serveur ». Ben non, c'est pas la faute du serveur qui a planté. Tu aurais dû sauvegarder, tu aurais dû avoir une stratégie de sauvegarde de tes documents, voilà. Donc, très important ce que je vous raconte là, et valable pour tous les cours évidemment, pour tous les métiers d'infographiste. Il faut être fiable. Ok, la palette des outils ici, je vais la mettre en 2 colonnes. Ce sera plus simple pour voir tous les outils. Donc vous avez la double flèche là pour faire passer la palette des outils en 2 colonnes, allez-y. Si vous avez paumé la palette des outils parce que vous avez cliqué sur la croix, vous allez dans le menu Fenêtre, Outils, et vous allez faire réapparaître donc la palette des outils. Donc on a ici des blocs texte qu'on peut sélectionner. Alors oui, quand vous essayez avec la flèche noire de cliquer sur les choses, rien ne se sélectionne parce que ça vient du gabarit. Il faut d'abord libérer les éléments du gabarit. Alors on y va. C'est normal, ce qui vient du gabarit n'est pas manipulable directement sur les pages. Vous remarquez ça?
que quand vous essayez avec la flèche noire de cliquer sur les éléments, rien ne se sélectionne. Vous êtes bien en train de travailler sur la page 23 ici, enfin en tout cas dans le document, il n'est pas indiqué G, vous ne travaillez pas sur le gabarit, c'est important. On n'est pas là pour repeupler le gabarit avec des images et du texte. On a utilisé le gabarit pour créer un modèle, pour créer une page dans le document, 2 pages d'ailleurs. Mais on va maintenant, dans le document, remplir ça avec du texte et des images. Donc vous allez maintenant dans la palette page et en ayant vos 2 pages là qui sont activées, clic majuscule clic, vous allez demander de libérer les éléments du gabarit. C'est donc dans le menu de la palette page, vous allez demander libérer les éléments du gabarit. Au milieu du menu de la palette page, vous avez libéré les éléments du gabarit. Et donc, normalement, maintenant, quand vous cliquez avec la flèche noire, vous avez les éléments qui sont accessibles. Donc ça, c'est des blocs texte, ceci et ceci, c'est des blocs texte. Est-ce que vous voyez la ligne, quand vous cliquez sur un des blocs texte, vous voyez la ligne qui relie le bloc texte ici avec celui de la page de droite? Vous la voyez, cette ligne épaisse, ou pas? Oui? Bon, si vous ne la voyez pas, il faut aller d'abord dans le bas de la palette des outils. Il faut être en affichage normal pour voir les constructions du document. Ensuite, si vous ne voyez toujours pas cette ligne pendant que vous êtes en train de travailler sur les blocs texte avec la flèche noire, il faut aller dans le menu Affichage, Extra et demander de montrer le chaînage de texte. Il s'agit de 3 blocs texte qui sont chaînés. C'est-à-dire que quand je mets du texte dans le premier bloc, ça coule dans le second, puis ça coule dans le suivant. Donc c'est parfait. C'est une manière de faire de la mise en page. On n'est pas obligé de le faire avec du chaînage de texte. Si vous avez l'occasion de regarder les autres pages du document à un certain moment, vous allez voir que certaines pages ont des blocs texte qui contiennent chacun leur texte et il n'y a pas de système de chaînage. Mais ici, il y en a un. Alors, quand on colle du texte dans un bloc comme ça, et ça coule dans le suivant, puis dans le suivant, et si ça n'a pas assez de place, le comportement normal de InDesign, c'est de créer tout seul des pages. Il va créer tout seul des pages, il va ajouter des pages pour que le texte qui n'apparaît pas soit visible. Vous voyez, si je colle du texte là-dedans et qu'il n'y a pas assez de place pour montrer tout le texte, InDesign crée des pages. C'est plutôt ennuyeux, et normalement, dans ce document, ça a été désactivé. Cette fonction de création de page automatique, parce que sinon ça embrouille surtout les débutants. On va aller vérifier que c'est toujours bien désactivé. Alors, on va dans le menu Édition Préférences quand on est sur un PC, mais quand on est sur un Mac, on va dans le menu InDesign, Préférences, et on va jusque la ligne Texte. Donc les préférences qui concernent le texte. Et on vérifie que l'option qui crée automatiquement des pages est bien désactivé, parce que sinon ça va vous embrouiller. Donc c'est ici, c'est redistribution intelligente du texte. Ceci doit être désactivé. C'est le cas? C'était le cas chez vous? Oui. Parfait. Donc évidemment, quand on collera du texte et qu'il n'y a pas assez de place dans les blocs, on va voir apparaître à cet endroit-ci, au bas à droite du bloc, à cet endroit-là, on verra apparaître une petite croix rouge qui indique qu'il y a du texte en excès et qu'il faudra évidemment faire quelque chose, aller le mettre ailleurs, sur une autre page. Il faudra le sélectionner et aller le mettre ailleurs. On va tester ça, on va essayer ça. Alors on a affaire ici à des images des blocs images qui sont pré-réglés pour que quand on amène une image dans eux, l'image se redimensionne. Bon, je vous montre rapidement, mais ne le faites pas. C'est quand je sélectionne un des blocs et que je vais voir dans le menu Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc, c'est ici que ça s'est pré-réglé. Remplir le bloc proportionnellement. L'image se redimensionne pour remplir le plus grand possible le bloc sans s'écraser dans un sens ou l'autre, l'image. C'est parfait. Alors on va quand même changer un peu la configuration ici des choses. Vous allez modifier les choses, on va faire ça ensemble. Par exemple, je me dis, tiens, le bloc de la page de droite ici, je vais le supprimer. Le bloc texte, sélectionnez-le avec la flèche noire et enfoncez la touche suppression. Il n'est plus là. On a donc seulement 2 blocs texte sur la page de gauche ici. Il n'y a plus de bloc texte à cet endroit-là.
Et on va aller créer des blocs images, parce qu'on va mettre en fait deux images là. Alors voilà. D'abord, il faut que je vous dise que si vous faites l'erreur de prendre l'outil texte et de cliquer sur un bloc image, vous le transformez en bloc texte. Et donc, il ne pourra plus contenir d'image. Sauf, et surtout si vous mettez du texte dedans. Si vous avez tapé du texte comme ça dedans, il ne pourra plus contenir d'image, il contient du texte. Pour le reconvertir, je vous explique, hein, si jamais ça vous arrivait, on ne sait jamais, un petit clic intempestif avec l'outil texte sur un bloc image, c'est si vite fait. Il faudra mettre le curseur dans le bloc texte, faire commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC pour tout sélectionner. Touche suppression, voilà, il n'y a plus de texte dans le bloc. Il faudra le sélectionner avec la flèche noire, le bloc, et le reconvertir par objet contenu. Il faudra dire que ce n'est pas un bloc texte, c'est un bloc image. Et du coup, les diagonales reviennent, c'est redevenu un bloc image. Alors voilà, je vais créer deux blocs images ici. Un qui va utiliser 3 rangées de la grille modulaire, puisque c'est un document basé sur une grille, ce qui permet quand même d'avoir une cohérence graphique dans le document. On peut avoir d'une page à l'autre des pages qui sont assez bien différentes au niveau du look, le positionnement des images, les titres, les blocs texte, et malgré tout, on sent qu'il y a une structure derrière, c'est ça l'idée. C'est comme ça que les magazines sont faits, avec une grille. Donc d'une page à l'autre, c'est varié, c'est bien, mais en même temps, c'est pas du n'importe quoi, il y a une grille derrière. Alors, première manière de créer le bloc, ben vous allez faire ceci avec la flèche noire, vous allez survoler n'importe lequel des 3 blocs ici, et avec la touche Alt, vous allez le déplacer, vous lâchez la touche Alt, vous lâchez le bouton à souris, c'est une copie. Vous allez pouvoir la placer, la caler, normalement ça va se caler tout seul sur dans la colonne là. Voilà, et vous allez agrandir la poignée là au milieu, puisqu'on voulait un bloc qui fasse à peu près... Oui, on va faire 2 blocs images, comme ça. D'accord? Ça, c'est la première manière. Vous utilisez un bloc image vide et vous le dupliquez avec la touche Alt quand vous déplacez. Ou alors, on peut faire copier-coller d'une page à l'autre aussi, bien sûr. Maintenant... Voilà, c'est un bloc qui, quand j'amène une image dedans, ça va se redimensionner. On va tester. Vous allez sélectionner le bloc. Voilà, comme ça vous indiquez à InDesign que vous voulez spécifiquement amener une image là-dedans. Vous allez dans le menu Fichier, Importer. On importe une image. Vous naviguez jusqu'à votre dossier d'assemblage sur lequel vous êtes en train de travailler. Il est sur votre bureau. Vous l'avez mis quelque part. Et dans le dossier d'assemblage, parmi toutes les choses ici, vous avez un dossier qui contient les images, un dossier Links. Vous entrez dedans. Vous affichez éventuellement par icône le contenu du dossier Links. Comme ça, vous voyez les images. Et vous allez choisir d'importer une des images. Donc, par exemple, je vais importer la bestiole ici. Choisissez n'importe quelle image, c'est vous qui voyez. Et vous cliquez sur Open, là dans la boîte d'importation d'images. Vous cliquez sur Open et normalement, voilà, la bestiole est arrivée. L'image remplit le plus grand possible le bloc. Alors on avait une image horizontale, enfin j'avais une image horizontale là, et le bloc est plutôt vertical, mais c'est pas grave, on va ajuster ça. Donc quand vous manipulez un bloc image, vous le manipulez soit le conteneur et son contenu. C'est ce qui se passe quand vous prenez la flèche noire et vous cliquez sur le bloc. Il apparaît là avec des vecteurs bleus. Et c'est bien le bloc et son contenu qu'on manipule. Si vous essayez de le bouger, vous allez voir que vous arrivez à le bouger. Ah tiens, il est passé derrière l'autre. Ennuyeux ça. Sinon vous faites commande Z pour annuler jusqu'à ce qu'il revienne en place. Voilà. Donc, ça c'est le bloc et son contenu. Maintenant, le bloc il est bon, là, il est bien en place comme il faut. C'est comme ça que je le voulais sur la page. Par contre, le contenu doit être bougé, ajusté.
Vous allez cliquer avec la flèche noire sur le réticule central ici et vous voyez un cadre brun qui apparaît, c'est l'image, c'est le contenu du bloc. Vous êtes en train de bouger le contenu du bloc sans bouger le bloc lui-même. Vous pouvez y aller comme ça maintenant avec la flèche, bouger, repositionner. Si vous gardez un peu enfoncé, vous allez voir toute l'image qui apparaît, ça vous permet de la bouger peut-être un peu plus facilement. Bien sûr, ne faites pas ceci. Ça, vous avez l'image qui ne remplit pas complètement le bloc. Il faut quand même la positionner de manière à ce qu'elle remplisse le bloc. Avec la flèche noire, toujours, si vous voulez, vous allez pouvoir prendre une poignée du coin et enfoncer les touches Alt et majuscule. Alt et majuscule sur le clavier sont enfoncés pendant que je suis en train de bouger les poignées du coin. Vous voyez ce qui se passe? Ça redimensionne l'image dans son bloc. Donc ça, vous ne faites pas bien sûr, puisque le bloc n'est pas complètement rempli. Avec Alt et majuscule, je prends une poignée du coin, j'agrandis, je lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Et puis je repositionne l'image, bien sûr. Voilà. Donc c'est du recadrage dans InDesign. Très intéressant. Il faut absolument maîtriser ça, la manipulation des images dans les blocs. Donc je récapépète. Avec la flèche noire, je clique à côté de tout, à côté de la page. Rien n'est activé. C'est une habitude à prendre dans InDesign pour remettre à zéro les sélections. Flèche noire, on clique à côté de la page. Puis quand je clique simplement, pas double-cliquer, je clique sur le bloc. J'arrive à le bouger éventuellement. Je peux le mettre là en bas éventuellement. Voilà. Faites ça aussi, mettez-le en bas. Vous le déplacez vers le bas. Voilà, on a réussi à déplacer tout. Le conteneur et son contenu. Maintenant, si avec la flèche noire, je clique sur le réticule central, c'est la même chose que de double-cliquer sur le bloc, en fait. Voilà. On a le cadre brun de l'image qui apparaît. Et en prenant une poignée du coin avec la touche Alt et majuscule, on arrive à redimensionner. Voilà, on repositionne. Il faut repositionner en reprenant l'image là, sur le bloc. Voilà. Alt et majuscule. Bien. Quand même assez génial, ça. Alors, on dit que pour une impression sur jet d'encre, il faut que la densité des pixels, ce qui sert à créer l'image sur les papiers sur une distance d'1 pouce, 2,54 cm, la densité des pixels, quand on imprime en jet d'encre, doit être de 150 pixels. 150 pixels de l'image doivent être utilisés sur une distance d'1 pouce quand on imprime en jet d'encre. Quand on imprime chez un imprimeur, un vrai imprimeur qui utilise une presse offset, il faut monter à 300 pixels par pouce, mais l'imprimeur vous dira de toute façon, en fonction du papier que vous utilisez et le tramage, il vous dira quelle doit être la densité des pixels des images. La résolution, on appelle ça la résolution. Quelle est la résolution de mon image ici? C'est pas en l'ouvrant dans Photoshop et en allant voir dans Photoshop dans le menu Image, taille de l'image, que je vais savoir quelle est la résolution de l'image. Je parle de la résolution de l'image telle qu'elle est là dans le document InDesign à ce taux d'agrandissement-là. Eh bien, on va aller voir ça. Menu Fenêtre, Lien, allez-y, menu Fenêtre, Lien. Je détache la palette des liens parce que c'est quand même plus sympa quand c'est flottant. J'agrandis, voilà, ça c'est la palette des liens. Je sélectionne avec la flèche noire le bloc en question. Voilà, on me montre, tiens, l'image, elle est là. C'est cette image-là. Ça peut s'agrandir encore si on veut. Hein. C'est cette image-là, qui se trouve à différents endroits du document. Et elle se trouve dans la page 6. On est en train de travailler la page 23. Elle se trouve également dans le gabarit F. Bon, peu importe. Donc, mais en tout cas, voilà pourquoi l'image est dans un dossier et qu'il y en a deux autres qui portent le même nom. C'est parce qu'elle est à différents endroits du document. Mais cette image-là, celle-là, à ce dimensionnement-là, quelle est sa résolution, sa densité de pixels? Eh bien, pour le savoir, vous allez déployer, si nécessaire, ici, les informations qui concernent cette image-là. Et vous allez voir, dans le bas de la palette, lien. Alors, on voit que c'est une image. Si je l'ouvre dans Photoshop et que je regarde dans le menu Image, taille de l'image, Photoshop m'indiquera que la résolution de l'image est 72 pixels par pouce. Mais ça n'a aucune importance. Quelle est la résolution de l'image dans Photoshop?
Ça avait de l'importance dans les années 90. Il fallait préparer les images pour les utiliser dans un logiciel de mise en page. Et on disait que généralement, il fallait les mettre à 300 pixels par pouce. Ça fait, depuis les années 2000, ça n'a plus de raison d'être, même si je sais que dans les écoles, encore en 2018-2019, on dit aux étudiants qu'il faut qu'ils mettent leurs images à 300 pixels par pouce pour les utiliser dans la mise en page. Mais c'est des bêtises. Ça n'est plus nécessaire parce que InDesign fait très bien le redimensionnement des images. Et vous voyez cette image ici, à cette dimension-là, dans ma mise en page, chez moi, elle a 284 pixels de densité. C'est sa résolution. On est très proche de 300 pixels par pouce, on peut dire que c'est OK, c'est bon. Elle est non seulement imprimable sur une imprimante jet d'encre sans aucun problème, puisqu'il aurait fallu qu'elle soit à 150 pixels par pouce pour le jet d'encre, ou plus. Et pour un imprimeur, il faut qu'elle soit à 300 pixels par pouce ou plus, mais j'ai une marge, je peux accepter que 284 ce soit bon. D'accord ? Quand on exportera le PDF pour l'imprimeur, je le fais ici, ne le faites pas. Fichier exporté, print, voilà, et on enregistre ça à un certain endroit. Quand on exportera le PDF pour l'imprimeur, il faudra que dans la boîte ici, on demande compression. Il faudra demander échantillonnage à 300 pixels par pouce. Pour les images qui sont au-dessus de 300 pixels par pouce. Ça veut dire que toutes les images dans le PDF, c'est le document qu'on donne à l'imprimeur, elles seront à 300 pixels par pouce. Donc les images qui sont à 800 pixels par pouce dans InDesign, il y en a. Hein. Il y en a même qui sont à 1000 pixels par pouce. Si c'est des images qui ont beaucoup de pixels et que je les ai mises petites sur la page, la densité des pixels est grande. Et également les images qui sont en dessous de 300 pixels par pouce seront ramenées à 300 dans le PDF. C'est parfait. Il faudra ici que j'indique aussi que je convertis les couleurs vers une norme d'impression FOGRA, donc une norme d'impression CMJN. Donc mes images qui sont toutes RVB là dans InDesign, ça fait quand même depuis 15 ans que Adobe dit qu'il faut utiliser des images RVB dans InDesign. Mes images RVB seront converties vers le bon CMJN dans le PDF. Oui, parce que la plupart des gens qui vous ont dit, si vous êtes passé en école secondaire graphique, ils vous ont dit qu'il faut que vos images soient en CMJN. Si ça tombe, ils ne sont même pas au courant que des CMJN, il y en a plein qui existent. Plein de différents. Donc voilà, c'est aussi une bêtise qu'on dit dans les écoles secondaires graphiques de mettre les images en CMJN si c'est pour l'impression. Ça fait 15 ans que Adobe dit que ça doit être en RVB. Et c'est au moment où vous exportez le PDF que vous transformez tout en CMJN. Que ce soit les blocs couleurs de InDesign qui sont RVB, les décorations que vous avez faites, les fichiers vectoriels, enfin tout. Voilà. En tout cas, voilà, pour ce qui est de la question de la résolution, et même aussi on a parlé des images RVB, vous êtes maintenant au courant. Utilisez des images RVB, peu importe la résolution de l'image quand on l'ouvre dans Photoshop, ce qui compte, c'est la résolution effective dans InDesign. Alors, donc tu me dis que dans ta résolution effective, il t'affiche 2 dimensions. Un peu comme ceci, quoi. Oui, un peu comme ça, voilà. Bon, ça, c'est quand on fait l'erreur, et là, j'annule ce que je viens de faire. Je suis revenu à une seule dimension de résolution effective. C'est parce que quand tu as redimensionné l'image avec la flèche noire, en prenant la poignée du coin avec Alt majuscule, tu as fait ceci. Tu as, en fait, lâché les touches avant de lâcher le bouton de la souris. Et donc, les touches qui sont censées contraindre les proportions pour qu'elles soient conservées, ben, elles n'ont servi à rien puisque tu les as lâchées avant le bouton à souris. Voilà, donc c'est pas très grave ici, tu peux laisser comme ça, mais enfin, voilà d'où ça vient en fait. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit, je pense, les touches, vous lâchez les touches après le bouton de la souris. J'ai peut-être pas dit, j'ai peut-être oublié, mais enfin voilà, c'est une touche de contrainte, voilà comment ça marche. Alors, il nous reste un endroit où on n'a pas d'image. Ben, on va faire l'autre manière de créer des blocs images. Vous allez juste ici prendre l'outil de création de blocs rectangulaires. Alors, je vais quand même vérifier. Dans la palette des calques, allez-y aussi, menu fenêtre calque. Vérifiez qu'on est bien sur le bon calque, parce qu'il y a plusieurs calques dans cette image.
Il y a un calque pour les images et le texte qui sont mis l'un à côté de l'autre sur les pages pour faire la mise en page. C'est bien sur celui-là que je suis en train de travailler. Il est en surbrillance, il est sélectionné, et en plus il n'est pas verrouillé. On a un autre calque, habillage, qui est pour les images qui habillent, on va en parler tout à l'heure. On a un autre calque pour les bandeaux de navigation, ce sont des choses qu'on met sur le bord des pages. Il y en a un à un certain endroit. Là, voilà, sur la page 3, on a un bandeau de navigation qui aide quand on tourne les pages de la revue à se situer. Mais c'est pas obligatoire, bien sûr. On a un calque spécial pour la numérotation. On a des calques spéciaux pour les repères. En tout cas, voilà, on est bien en train de travailler sur le bon calque, image et texte, c'est parfait. Et je vais créer un nouveau bloc ici. Donc vous prenez l'outil de création de blocs graphiques, donc des blocs qui sont censés contenir des images, et vous pouvez tracer le bloc en commençant là et en terminant là. Bon, sinon, là je fais CTRL-Z, vous pouvez aussi le faire comme ça. Et puis après, vous le redimensionnez avec la flèche noire. Vous allez le mettre tip-top sur les marges. C'est important parce que en mettant les blocs qui collent aux repères et aux marges, quand on va modifier éventuellement l'orientation du document ou un peu la dimension du document, InDesign va travailler pour nous. InDesign travaillera pour nous, il va repositionner les blocs. Ça ne marchera que s'il colle aux repères et aux marges. Voilà, on a un bloc image. Alors ce bloc image, on pourrait, ne le faites pas, je vous montre, on pourrait aller dans le menu Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc, et le pré-régler pour que l'image se redimensionne toute seule quand je l'amène dans le bloc. Mais je ne vais pas le faire ici. Je vais directement amener une image dedans. Donc le bloc est bien sélectionné. Ça veut dire que l'image que je vais aller chercher va tomber directement dedans. Je fais Fichier, Importer. Allez-y. Allez chercher une image. Elle est dedans. Voilà. Et alors, elle n'apparaît pas en entier. Si je clique sur le réticule central là, je devrais voir un bloc brun, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une Sakweken Van WC. Mais en fait, si vous zoomez en arrière, vous allez voir le bloc brun, il est là. L'image est en fait immense. Elle déborde. Elle déborde. Donc c'est parce que le bloc, contrairement à celui qu'on a utilisé, là, le bloc rose qui était fourni dans le document, ce bloc-là n'était pas pré-réglé pour redimensionner l'image. Alors c'est pas grave, je le sélectionne, d'abord je vais cliquer à côté de tout, ce qui n'est pas évident, pour désactiver. Je clique avec la flèche noire à côté de tout, puis je vais sélectionner le bloc, clic, voilà. Il est bien sélectionné, le bloc, pas son contenu. Et là on va demander manuellement que l'image se redimensionne toute seule. Allez-y. Quand vous êtes certain d'avoir bien sélectionné le bloc, Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Vous voyez, tout ça a été grisé avant qu'on mette l'image dans le bloc. Mais forcément, puisqu'il n'y avait pas d'image à redimensionner. On avait juste accès au pré-réglage du bloc. Mais ici, Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà. L'image surdimensionne. Elle déborde peut-être de manière malheureuse. Oui, c'est quand même malheureux que le phare, dans mon cas ici, soit coupé par le bord d'image. C'est pas grave. Même chose que pour le loup. Je clique sur le réticule. Et puis, avec la flèche noire, toujours, je vais déplacer l'image. Je peux enfoncer la touche majuscule pour qu'elle se déplace sur l'axe. Voilà. Je lâche le bouton à souris, puis la touche majuscule, et voilà. L'image, c'est bon. Comme ça, vous voyez les deux choses. Utiliser des blocs pré-réglés, ou faire vous-même le réglage manuellement sur chaque bloc. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. N'oubliez pas d'enregistrer le document. Je l'enregistre à nouveau sous un nom différent dans le dossier d'assemblage que je vous ai fourni. C'est très bien. Alors vous allez avec la flèche noire cliquer à côté de la page, rien n'est sélectionné. Et on va importer 4 images dans les blocs qui restent là. Remarquez que je ne les sélectionne pas avant d'amener les images. C'est pour ça que je vous dis, cliquez avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez dans le menu Fichier, Importer. Et vous allez sélectionner avec la touche Commande du Mac ou Contrôle du PC. Vous allez sélectionner 4 images. Donc je vous laisse choisir les images que vous voulez
Voilà, 4 images, ce sera pas mal. J'ai activé 4 images avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Ouvrir, c'est dans la boîte. Là, vous avez 4 images qui sont dans le curseur. Vous pouvez les passer en revue avec les flèches gauche et droite sur le clavier et décider laquelle vous mettez en premier. Par exemple, je vais décider, tiens, celle-là, je vais la mettre sur le grand bloc rose là. Je vais cliquer sur une zone rose de ce bloc de la page de droite, mais pas sur une marge, pas sur le bord du bloc, vraiment sur le bloc là. Et normalement, elle va aller dedans toute seule. Voilà, elle y va. Je vais faire la même chose pour les autres blocs. Clic, 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 et voilà. Vous avez placé plein d'images d'un coup rapidement. Il faut parfois les repositionner, bien sûr. Toujours même chose, réticule central, touche majuscule, je bouge. Voilà. Ok, ça c'est bon aussi, on va dire. En bas à droite dans la palette des outils, la case aperçue vous permet de voir ce que ça va donner. Ça, ce sera votre document. Bonne astuce ici, quand vous devez faire des documents qui ont un look professionnel, faites aller les images jusqu'au bord des pages. C'est très bien quand vous faites ça. Les images jusqu'au bord des pages. Parce qu'une photocopieuse couleur, une imprimante ne sait pas en général imprimer jusqu'au bord des pages, mais un imprimeur sait le faire. Bon, dans certains copie-services, ils savent le faire aussi. Donc ici, il y a eu besoin de rien faire, puisque le bloc, il débordait de façon de la page. C'est ce qu'on appelle un système de fond perdu en impression. Il débordait un peu du bord de la page. En fait, l'idée, c'est que l'imprimeur va imprimer les pages sur des feuilles plus grandes que nécessaire, et puis il va plier les feuilles, les couper, et ça fait un magazine. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on imprime au-delà du bord de la page. C'est ce qu'on appelle le fond perdu. C'est pour ça que le bloc déborde du bord de la page ici. Et donc, pour voir la prévisualisation du document, c'est dans le bas de la palette des outils, c'est l'icône de droite ici. Voilà. On peut travailler InDesign en étant en aperçu, c'est pas un problème. Je clique par exemple sur le réticule central ici. Je zoome en arrière pour pouvoir manipuler facilement avec la flèche noire, Alt majuscule. J'agrandis un peu. Voilà, parce que je trouve que ce sera plus sympa comme ça. Voilà. Donc il y a une bonne astuce, c'est une bonne astuce en mise en page de faire aller les choses jusqu'au bord des pages. Ça donne un look professionnel. Autre chose, même dans vos images qui ne sont pas jusqu'au bord des pages, faites en sorte que la totalité de l'objet ne soit pas visible. C'est ce que j'ai fait ici pour le loup en bas. Pourquoi ? Parce que ça fait en sorte que l'image ressemble un peu à une fenêtre qui montre la réalité. Un peu, vous êtes dans une maison, vous voyez une fenêtre, il y a des choses à l'extérieur, vous ne voyez pas nécessairement la totalité des objets qui sont à l'extérieur. Voilà. Donc si je clique là-dessus, que je redemande objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, voilà, j'ai le loup ici qui va être vu en plus grand. C'est pas nécessairement génial ça comme mise en page, vous voyez. Ça fait un peu comme une boîte dans laquelle, même s'il dépasse là, c'est vrai qu'il dépasse, mais c'est pas génial. Il vaut mieux recadrer, ne pas tout montrer. Bien, on va terminer avec le texte. Alors ici, je prends l'outil texte et j'indique que je travaille dans le bloc texte. D'accord ? Avec l'outil texte, je clique dans le bloc texte, on voit le curseur qui clignote. On pourrait aller coller quelque chose qui vient du web, mais je vais remplir avec du faux texte en attendant d'avoir le vrai texte. Donc je vais faire un clic droit, allez-y, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Donc c'est du faux latin qui arrive et qui remplit. Même chose pour le titre, ici vous pouvez cliquer, clic droit, remplir avec le texte de substitution, et vous avez un faux titre. Alors si le clic droit ne fonctionne pas sur vos souris, vous allez faire à l'ancienne, les premières souris sur les Mac n'avaient pas de clic droit, vous allez faire un contrôle-clic, ce qui correspond à appeler le clic droit de la souris. Bon, il nous reste à nous occuper de l'image qui habille, parce que là il y a un bloc
Il n'a pas été déverrouillé quand on a demandé tout à l'heure libérer tous les éléments de gabarit. Ce bloc image là qui habille n'a pas été déverrouillé parce qu'il était sur un calque qui était lui-même verrouillé. Donc la fonction n'est pas arrivée à déverrouiller ce bloc qui est sur un calque à part, sur un calque qui s'appelle habillage. On va s'occuper de ça. L'habillage de texte, c'est vraiment un truc génial dans InDesign. C'est vraiment ça qui va faire la différence aussi avec une mise en page qui a été faite dans Word. Par rapport à Word, faire de l'habillage de texte dans InDesign, faire une image qui repousse le texte, c'est quand même pas mal du tout. Au passage, si vous devez faire un document Word un jour, si on vous impose de faire un document Word, vous pouvez le faire dans InDesign et puis le convertir en Word. L'astuce, je vous la donne, on ne va pas avoir le temps de le faire ici. Il faut exporter le document InDesign en PDF. Il faut ouvrir le PDF dans Acrobat Pro, qui est le logiciel pour manipuler les PDF. Une fois qu'il est ouvert dans Acrobat Pro, vous avez fichier enregistré sous et vous avez tout plein de formats dans lesquels vous pouvez enregistrer votre PDF, notamment en Word. Donc vous aurez un document Word fait dans InDesign en fait. Parce que parfois on vous impose de faire du Word. Pour certaines choses, c'est imposé. Alors on va utiliser une des images qui sont là pour faire un détourage dans Photoshop. Donc par exemple, vous pouvez aller sur la page 20 et vous avez l'image de ce loup. Elle ne me paraît pas trop mal. La page 20, vous allez sur l'image du loup ici. Vous allez dans la palette des liens et il s'agit d'une image au format... Tiens, c'est du JPEG. Ok. Eh bien, on va demander de l'ouvrir dans Photoshop. D'accord, vous avez ça, cette image-là sur la page 20. Vous voyez que les pages sont numérotées, bien sûr. Elle est là. Vous allez dans le menu de la palette des liens. Dans le menu de la palette des liens, vous allez demander modifier avec. Modifier avec. Et vous choisissez Photoshop. Et normalement, ça doit s'ouvrir dans Photoshop qui va se lancer. Si ça ne marche pas, vous lancez Photoshop et vous essayez d'ouvrir l'image qui est dans le dossier Links et qui porte ce nom-là. Mais là, ça a l'air de s'ouvrir, en tout cas chez moi, dans Photoshop. Voilà, ça s'est ouvert dans Photoshop. Ça s'est ouvert dans Photoshop. Vous avez peut-être eu un message sur les profils couleurs. J'ai pas le temps de vous expliquer les profils couleurs ici. Donc, si vous avez le message, vous pouvez éventuellement choisir préférer le profil incorporé et cliquer sur OK. Voilà. Bon, il s'agit d'une image de type sRGB. Mais les profils couleurs, c'est une autre histoire. Alors, touche F, je passe l'image en plein écran sur le Mac. Comme ça, avec la barre d'espacement. Faites ça aussi sur le PC. Quand vous serez sur un PC, la touche F, ça vous permet avec la barre d'espacement de bouger l'image comme vous voulez dans la fenêtre. On va donc faire un... J'avais pas vu l'image en entier, il manque les pattes du loup, mais enfin, on va faire avec. Ça peut se remodifier, ça. On peut recréer les pattes si vraiment nécessaire sous le loup. Mais donc voilà, ou alors on va faire un dégradé, ça pourra se faire aussi. Ça. Ok. Donc vous voyez que dans InDesign, j'avais pas vu le bas de l'image. Alors je croyais que les pattes étaient visibles et on va faire un détourage sur le loup, mais c'est pas très grave, on va s'en sortir malgré tout. Donc voilà, vous allez dans la palette des calques de Photoshop, menu fenêtre calque. Alors, vous allez ajouter un masque de fusion sur le calque. Vous cliquez donc sur l'icône de masque de fusion ici. Le masque de fusion est encadré, c'est donc bien sur lui que vous travaillez. Vous allez prendre un pinceau, le pinceau, tout à fait normal. Vous vérifiez que dans le dessus, il est bien indiqué que le mode d'application est normal et que l'opacité est 100%. Vous êtes en train de dessiner en noir. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur l'icône pour réinitialiser et sur l'icône ici pour inverser. Réinitialiser, inverser. On y est. On est bien en train de travailler sur le masque qu'on a ajouté. C'est lui qui est encadré, ce n'est pas l'image à côté. Je ne veux pas amener des pixels noirs sur le loup, je veux amener des pixels noirs sur le masque de fusion que j'ai ajouté
de manière à masquer le décor vert du loup. Alors voilà, vous avez CTRL-ALT et vous pouvez cliquer avec le bouton gauche du Mac en ayant CTRL-ALT enfoncé. Quand vous bougez de gauche à droite, c'est la dimension de la brosse. De haut en bas, c'est la dureté de la brosse. CTRL-ALT et clic gauche sur la souris du Mac. Quand on bouge de gauche à droite, c'est la dimension. De haut en bas, c'est la dureté. Pour faire la même chose sur un PC, il faudra faire CTRL-ALT, mais cette fois, ce sera le clic droit sur le PC pour arriver à modifier la brosse. Et bien sûr, c'est sur l'image qu'on clique quand on veut faire ça. Alors, il y a plein de manières d'aborder le problème, mais ici, je vais faire par l'extérieur. Voilà. Alors, ben, regardez, c'est très simple. Je prends une forme de brosse qui n'est pas trop... une forme de brosse qui n'est pas trop grosse, quoique pour le flou des poils, là, je pourrais quand même y aller comme ça, vous voyez. Je modifie la dimension de la brosse au fur et à mesure que je tourne autour de la bestiole. Je n'hésite pas à zoomer. C'est une brosse à bord flou, ça va, vous voyez, hein, parce que l'animal, il a des bords flous, il est duveteux. Évidemment, ici, c'est une sélection rapide. Donc, le but est que, quand j'utilise cette image dans InDesign, je ne vois apparaître que la bestiole. Son décor d'herbe, là, ne va pas apparaître. Barre d'espacement pour bouger l'image dans sa fenêtre. Vous avez déjà eu un cours de Photoshop? Ou pas? Oui, donc ça va alors, c'est... Finger in the nose. Bon, pour les oreilles, je prends une petite brosse. Faites ça rapidement, on n'a pas trop de temps pour faire ça. En plus, ça peut se retravailler un peu par la suite. On n'est pas obligé de faire ça nickel de premier coup, puisque c'est une image Photoshop, de toute façon, le calque va rester... On va l'enregistrer au format Photoshop, hein. C'est une image JPEG en fait qu'on a ouverte, mais on va l'enregistrer au format Photoshop, et donc le calque va rester avec son masque de fusion. Donc on va pouvoir retravailler le masque par la suite. Le loup a des reflets verts parce qu'il était dans l'herbe verte. Ça aussi, ça se corrige. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez la brosse et vous tournez sur le reste du décor. Il ne faut pas hésiter à prendre une grosse brosse. Hein. On ne vous demande pas de nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Hein, on n'est pas à l'armée ici. Donc prenez pas une brosse minuscule pour faire le tour de la bestiole. Alors, quand je suis tout près de la bestiole, bien sûr la brosse est un peu petite ici, mais après je vais prendre une brosse plus grande pour finir. Si jamais vous avez débordé sur la bestiole, vous n'auriez pas dû, et bien sûr vous dessinez en blanc, vous connaissez le principe du masque de fusion. Ce qui est blanc dans le masque, c'est ce qui fait apparaître, ce qui est noir, c'est ce qui masque. Voilà, grosse brosse, vous voyez, ça y va rapidement. Et voilà. Alors, c'est un peu foireux parce que le bas des pattes n'y est pas, mais bon. On va pouvoir rapidement trouver une astuce pour... soit on va rechercher des pattes de loup ailleurs et on les ajoute. C'est quelque chose qui peut se faire, ça s'appelle du photomontage. Soit on va faire un petit dégradé pour faire aller les pattes vers le vide. Un nouveau masque avec un dégradé dedans. En tout cas, enregistrez l'image au format Photoshop. Il n'y a pas le choix, c'est ce qu'il vous propose de toute façon. Enregistrez-la dans le dossier des liens. Dans le dossier liens. Voilà. Ça peut garder le même nom, mais l'extension est différente. Donc, elle va aller se mettre à côté de la version JPEG. Vous avez une version PSD, une version Photoshop. Voilà ce que nous allons finalement obtenir. Nous allons mettre une image qui habille le texte. C'est l'image du loup sur laquelle on a travaillé. Il y a eu des calques de réglage qui ont été mis par-dessus.
En fait, c'est une copie de calque de réglage qui existe déjà dans une autre image du document. Si vous vous rappelez, dans le document, en fait, vous avez sur une page de droite une tête de loup qui a cette couleur bleue. Donc, c'est pour montrer par la même occasion que non seulement on peut mettre des calques de réglage sur les images, puisque ce sont des fichiers PSD qu'on utilise dans InDesign, des fichiers Photoshop, mais en plus, on peut aller transférer des calques qui existent d'une autre image. Il y a un fondu qui a été fait parce que notre image de loup, il avait le bout des pattes dans l'herbe à l'origine. Donc il y a deux solutions. Soit je vais chercher des pattes de loup sur une autre photo et je fais un photomontage, ça se fait. Soit je me facilite la tâche, évidemment, parce que j'ai pas que ça à faire, c'est une mise en page rapide. Et dans ce cas-là, je triche, j'ai fait un fondu vers la transparence, vers le bas. Voilà, et donc l'image habille, et quand on bouge l'image, le texte se remet en place, vraiment le texte tourne autour de l'image, et il n'y a pas de texte qui vient se mettre entre les pattes du loup. Vous allez voir, on va faire l'exercice ensemble, il y a plein de petites choses à connaître pour faire un habillage. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire des habillages de texte dans InDesign. C'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez souvent en mise en page professionnelle. Et je vous rappelle que si vous voulez obtenir un document Word au départ du document InDesign, il va falloir l'exporter en PDF, ouvrir le PDF dans Acrobat Pro, faire fichier enregistrer sous et enregistrer au format Word. Mortalité de l'histoire, vous pouvez avoir un document Word avec de l'habillage de texte professionnel comme on peut le faire dans InDesign. Vous allez retrouver ça dans votre document Word. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Si on vous oblige à fournir un document Word, voilà, c'est le seul intérêt. Pour certains contrats, il est obligatoire de fournir un document Word. Donc, si vous ne connaissez pas Word et vous connaissez InDesign, vous allez pouvoir faire des documents Word malgré tout avec InDesign par ces petites astuces que je viens de vous expliquer, de passer par Acrobat Pro. Il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas ça et alors ils essaient d'utiliser des choses en ligne qu'ils trouvent, des convertisseurs de fichiers InDesign vers le Word ou de PDF vers Word. Mais en fait, non. Si vous avez Acrobat Pro dans votre Creative Cloud, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des documents Word. Alors, dans le dossier document 53, vous pouvez aller dans le dossier Links. Et dans le dossier Links, vous trouvez une image, l'image du loup. Vous pouvez utiliser celle que vous avez faite ou celle que je vous fournis ici. Alors, l'image du loup qu'il faut ouvrir maintenant dans Photoshop s'appelle Wolf at Woburn Safari Park. Vous ouvrez ça dans Photoshop. Parce que parallèlement au travail de cette image dans InDesign, on va l'importer dans InDesign, parallèlement à ça, on va également la travailler dans Photoshop. Donc voilà, le fichier peut être utilisé par deux logiciels en même temps, par InDesign et par Photoshop. Alors il y a un petit message éventuellement sur les profils couleurs, vous allez choisir, préférer le profil incorporé, en général c'est le meilleur choix. Ça dépend comment votre Photoshop est réglé. Alors il y a une autre image que vous allez pouvoir ouvrir, c'est l'image Photoshop de la tête de loup bleue. Donc c'est l'image qui commence par 1454-55. Vous ouvrez ça dans Photoshop également. Alors voilà, on va dans le document InDesign. Vous avez les deux images ouvertes dans Photoshop, là vous les gardez bien ouvertes, il n'y a pas de problème, elles vont nous servir. Donc l'image du loup, la tête bleue, et l'autre image. Donc on a deux onglets normalement là dans Photoshop. Pour passer d'une image à l'autre, vous avez ça. On laisse un peu tomber ça pour l'instant. On va dans InDesign. Alors dans InDesign, ce qui nous intéresse, c'est la page 22. Donc par la palette page, éventuellement, vous double-cliquez sur la page 22. La page 22 contient du texte qu'on avait placé, des images qu'on a placées dans des blocs, un titre qui a été ajouté. Tout ça est évidemment temporaire, c'est du faux latin. Et alors vous avez un bloc image qu'on voit là, qui habille, il repousse déjà le texte. Mais il n'a pas été déverrouillé quand on a demandé la fois passée,
Quand on a demandé précédemment d'activer les deux pages et menu de la palette page, libérer les éléments du gabarit, normalement ça déverrouillait tous les blocs, puisque je vous rappelle ce qui vient d'un gabarit. Cette page utilise le gabarit G. Là, voilà. Ce qui vient d'un gabarit est verrouillé, inutilisable, et on avait fait cette fonction-là, activer les deux pages avec clic majuscule clic et demander libérer les éléments du gabarit, et ça nous avait libéré tous les blocs, ils étaient accessibles, on a pu mettre des images dedans grâce à ça. Par contre, celui-là, qui habille, il est toujours verrouillé. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a libéré les éléments du gabarit, le calque qui contient ce bloc image qui est là, il était verrouillé, ce calque. Alors on va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre calque, window layers. Voilà. Donc il est sur le calque habillage. On a fait un calque spécial pour les images qui habillent. C'est plus facile de les mettre à part comme ça. Si j'enlève l'œil en face du calque habillage, je vois la diagonale qui s'en va. Il est bien là en fait. Hein. Voilà. On va le déverrouiller en fait. Hein. On va le déverrouiller, ce bloc. Donc, vous allez verrouiller le calque image et texte, parce qu'on ne va pas travailler sur le texte et les images qui sont là sur le côté. On va travailler uniquement sur ce bloc pour l'instant. Vous allez déverrouiller le calque habillage. J'ouvre le calque habillage. Ok, j'ai aucun bloc qui apparaît pour l'instant. Je fais CTRL majuscule et je clique sur le bloc. Sur le PC, c'est CTRL majuscule clic. Sur le Mac, ce sera commande majuscule clic. Il est déverrouillé par rapport au gabarit. Il apparaît réellement sur la page. Et il est utilisable. Voilà. Il y a certaines choses du gabarit, ça ne sert à rien de les déverrouiller. Par exemple, la numérotation automatique, ça sert à rien de la déverrouiller. Sauf si vous avez une bonne raison de le faire, pour la supprimer d'une des pages, par exemple. Là où vous avez une page avec une publicité, on ne met pas de numéro en général. Hein, pour ne pas gâcher la publicité qui coûte cher au client qui paye pour mettre sa publicité. Mais donc, voilà, on peut manuellement déverrouiller des choses comme ça. Donc vous avez les deux manières de déverrouiller, par le menu de la palette page, libérer les éléments de gabarit, ou manuellement, CTRL majuscule clic sur PC, commande majuscule clic sur Mac. Alors ce bloc, il est bien sélectionné, on va y amener l'image du loup qui est sur ses quatre pattes. Vous allez dans le menu File, Place, Fichier, Importer. Et dans le dossier Links, voilà, dans le dossier Links, vous allez importer l'image qui s'appelle Wolf at Woburn Safari Park. .psd. PSD, attention, parce qu'il est toujours là, en version JPEG, c'est l'image que j'avais été chercher sur le web. Et c'est pas celle-là qu'on utilise, on n'aurait même pu la supprimer celle-là en fait. C'est bien, non parce qu'elle est utilisée à un autre endroit du document en fait, je pense. Encore pour l'instant. Mais en tout cas, c'est bien la version PSD, la version où on voit que le loup n'a pas de décor autour de lui. Hein. C'est bien l'image qui est actuellement ouverte dans Photoshop. Vous faites fichier importer, file, place, dans la version anglaise de Photoshop. Et voilà, il y est. Ça ne se voit pas, mais il y est. On va demander de redimensionner l'image dans le bloc. Oui, faites gaffe à ça, hein. C'est un gros piège. On a l'impression que l'image n'est pas arrivée dans le bloc, mais elle y est. Ce que vous voyez, c'est le coin supérieur gauche de l'image qui est actuellement vide, c'est du blanc. On va demander de redimensionner l'image en allant dans Objet, Ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Object Fitting Fill Frame Proportionally. Et voilà, il est là. Quand vous avez fait ça, vous enregistrez le document InDesign sous un nouveau nom, c'est toujours plus prudent. Dans le dossier d'assemblage qu'on est en train d'utiliser, c'est bien. Voilà. À côté du document InDesign précédent, pas de problème. Alors voilà, l'image a été redimensionnée. Bien sûr, si je clique sur le réticule central, je vois que le bloc est en vertical et l'image est en horizontale. Elle déborde par la gauche et la droite, c'est pas un problème.
Ok, je suis en train là de modifier le contenu du bloc. En ayant cliqué sur le petit rond au centre là, c'est le contenu que je modifie. Je veux maintenant modifier le bloc. Je vais donc cliquer à côté de la page pour désélectionner et venir cliquer sur le bloc une fois, un clic, à n'importe quel endroit du bloc, sauf bien sûr sur le rond central. Donc là, je suis en train de modifier le bloc, pas son contenu, c'est le bloc. Et je vais demander que le bloc se redimensionne par rapport au contenu maintenant. Ah oui, on a demandé juste avant que le contenu se redimensionne par rapport au bloc, et maintenant on va demander que le bloc se redimensionne par rapport au contenu. Menu Objet, Fitting, et c'est Fit Frame to Content. Ajuster le bloc au contenu, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est toute l'image qui est maintenant visible. Alors le bloc était déjà en habillage. Il habille déjà le texte. Si vous le déplacez, vous allez voir que le texte bouge à chaque fois que vous replacez à un endroit le bloc, le texte bouge. Alors si vous avez un ordinateur qui est super lent, un truc qui date d'il y a 10 ou 15 ans, ça va pas le faire. Parce que ça demande quand même pas mal de calculs. Vous avez quand même le texte qui doit être redéployé à chaque fois que vous bougez l'image à un certain endroit. Donc l'habillage, comment est-ce qu'il a été mis? D'abord, l'habillage, il a été mis sur le bloc, sur le conteneur. On va faire apparaître la palette habillage. Menu Window, Text Wrap, menu Fenêtre, habillage de texte. Voilà, quand le bloc est sélectionné, vous voyez qu'on a la deuxième icône qui a été enclenchée, l'habillage. Comme l'icône l'indique, voilà, on a une image et le texte tourne autour, alors que quand c'est pas enclenché, le texte est derrière l'image. Mais là, c'est l'habillage qui est enclenché. Alors, gros piège de l'habillage de texte, on le met, vous devez le mettre sur le conteneur, sur le bloc. Parce que techniquement, il est possible de cliquer sur le rond et d'être en train de travailler sur le contenu du bloc et de mettre un habillage sur le contenu. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Par la suite, vous allez oublier pourquoi, comment ça se fait que cette image habille, que ce bloc habille, alors que l'habillage n'est pas enclenché dans la palette habillage. C'est parce que vous l'avez mis sur le contenu. Donc ne faites pas ça, ne mettez pas d'habillage sur le contenu. Faites attention à ça. Je clique à côté, je clique sur le bloc, c'est bien sur le conteneur, le bloc, qu'on met l'habillage, pas sur son image, sur son contenu. Alors pour l'instant, c'est donc le bloc qui habille, mais je vais faire en sorte que la transparence de l'image serve pour l'habillage. Dans Photoshop, on a de la transparence. Si je vais voir l'image dans Photoshop, celle-là, c'est bien de la transparence autour. Dans la palette des calques, on n'a qu'un seul calque avec... Alors, ah oui, c'est la version française, ok. On n'a qu'un seul calque avec un masque de fusion, d'accord? Majuscule clic, ça le désactive, mais vous voyez, donc, il y a de la transparence. Et la transparence dans InDesign peut servir pour faire l'habillage. On va tester ça. Vous allez dans activer, pendant que vous avez le bloc qui est là sélectionné, vous activez la troisième icône ici. Voilà. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, il faut dire ici qu'on utilise la couche alpha. Alors, c'est pas à proprement parler une couche alpha dans Photoshop. Pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est pas vraiment une couche alpha, mais InDesign considère que la transparence sur un calque, c'est une couche alpha. Voilà. Vous voyez que quand vous choisissez couche alpha, vous avez le choix de la couche alpha ici, et c'est la transparence du calque. Si vous aviez dans votre fichier Photoshop des couches alpha enregistrées dans la palette des couches, elles apparaîtraient là dans la liste. On pourrait utiliser une couche alpha pour habiller d'une certaine manière. Je pourrais, voilà, habiller d'une certaine manière. Mais j'ai pas joué avec des couches alpha dans Photoshop. Donc voilà, on voit que le texte tourne autour de la bestiole. On a ici la marge d'habillage que vous allez pouvoir augmenter pour quand même éloigner un peu le texte. Vous allez enregistrer le document InDesign que vous avez fait ça. On n'est jamais trop prudent. Toujours dans le dossier d'assemblage à côté des précédents. À la fin, bien sûr, quand le document est fini, on refera un dossier d'assemblage à part
qui intégrera uniquement ce qui est utilisé par le document InDesign et pas toutes les petits broles. Oui, en effet, vous me faites remarquer que maintenant, quand on sélectionne le bloc, on voit qu'il y a l'habillage en fonction de la transparence. Et quand on clique sur le réticule central et qu'on est en train de travailler là sur le contenu, donc ça s'affiche en brun, on a aussi ça qui est enclenché. Bon, c'est pas grave, c'est normal. Ce qui compte, c'est d'avoir enclenché au départ l'habillage quand on était en train de travailler comme ça sur le bloc et pas sur son contenu. Alors voilà, vous avez un habillage de texte. Quand vous déplacez la bestiole, vous avez le texte qui se redéploie à chaque fois. Bien sûr, on ne va pas mettre la bestiole au milieu d'une colonne, c'est foireux. C'est prévu pour la mettre soit sur le bord d'une colonne, soit entre deux colonnes. Ben ici, on va le mettre entre les deux colonnes de texte, évidemment. Alors, vous avez quelque chose d'assez particulier, étant donné que c'est une bestiole où il y a un espace entre les pattes, là. Vous avez le texte qui remonte à cet endroit-là, et c'est complètement foireux. On va faire en sorte que, automatiquement, quand on met une image qui habille comme ça sur du texte, automatiquement, le texte ne se met que sur la partie la plus grande de la ligne. Ici, c'est la petite partie de la ligne, vous voyez. Là, c'est la grande. Et pour faire ça, c'est simple, il faut demander ici habillage. Au lieu de habillage côté droit et gauche, il faut demander la plus grande zone. Et là, automatiquement, vous n'aurez jamais de texte qui va remonter dans la plus petite zone, même si techniquement ce serait possible. Si on n'avait pas enclenché ça, c'est possible. Mais en enclenchant ça, vous n'avez pas le problème. Alors évidemment, toutes les images ne posent pas ce problème-là. Si vous avez une image qui ressemble à peu près à une boule, en gros, qu'il n'y a pas d'encoche comme ça de transparence dans l'image, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais en tout cas, voilà la solution. Donc on va passer maintenant dans Photoshop. Alors dans Photoshop, on va transférer les calques, les deux calques qui sont là actuellement sur l'image de la tête de loup, les deux calques de réglage, vous les activez tous les deux dans la palette des calques de Photoshop avec clic majuscule clic. Au lieu de les refaire sur l'image d'à côté, je vais carrément transférer une copie de ces calques sur l'image d'à côté. Voilà. Alors, je prends les calques, je les amène sur l'image d'à côté, elle apparaît. Vous voyez, quand je survole l'onglet, elle apparaît. Je déplace les calques sur l'image, je lâche le bouton de la souris, et voilà, ils sont transférés. C'est ça le principe. On prend les calques, on les amène sur l'onglet de l'image sur laquelle on veut que ça aille, et surtout important, on descend sur l'image, on est sur les pixels de l'image quand on lâche le bouton de la souris. Si vous lâchez quand vous êtes sur l'onglet, ça ne va pas marcher, je pense. Vous avez transféré une copie des deux calques. Alors, il y avait un des deux calques dont le masque de fusion avait été travaillé, certainement pour empêcher que le calque de réglage n'agisse sur certaines parties. Oui, c'était sur les yeux. Ça, c'est les yeux du loup, de l'autre loup, là, voilà. Voilà. À l'origine, il y avait eu, avant de mettre le calque de réglage du dessus qui transforme en bleu, il y avait eu un travail là-dessus pour que les yeux restent jaunes dans la version grise. Ok. Alt déplacer. Je peux aussi transférer, comme ça, d'un masque de fusion à l'autre le contenu. Et voilà, dans ma version bleue, j'ai aussi les yeux qui sont restés jaunes. Ce n'est pas important ici, ne le faites pas, je vous montre juste. Ce n'est pas un cours Photoshop de toute façon. Mais ça explique pourquoi, en tout cas, dans cette image-là, on se retrouve avec deux boules là. C'est les yeux du loup, c'est marrant. Alors, on va supprimer ça. Vous allez faire un Alt-clic sur le masque de ce calque de réglage. Il apparaît donc en grand là. Vous allez faire commande A, CTRL A sur le PC pour tout sélectionner. Vous avez bien du blanc à l'arrière-plan ici dans la palette des outils?
Donc si vous avez bien du blanc dans la palette des outils à cet endroit-là, vous enfoncez la touche suppression sur le clavier, vous avez supprimé le contenu, ça a été remplacé par du blanc, par la couleur d'arrière-plan. Donc c'est Alt-clic sur le masque de fusion ici, il apparaît en grand, on fait CTRL-A sur le PC, Command-A sur le Mac pour tout sélectionner, touche suppression sur le clavier, ça remplace par la couleur d'arrière-plan du blanc, Alt-clic à nouveau sur le masque, voilà, comme ça c'est nickel. Voilà, alors c'est peut-être pas génial, mais voilà, ça marche. Alors faites fichier enregistré. Ne faites pas enregistrer sous, bien entendu. On met à jour le fichier sur le disque dur, fichier enregistré. C'est du non destructif, donc l'image d'origine du loup est toujours là. C'est des calques de réglage. On travaille en non destructif, donc on peut toujours revenir en arrière. Dans InDesign, dans la palette lien, il devrait vous dire que le lien a été modifié. Il n'est pas au courant que le lien a été modifié. Lui, il trouve qu'il y a un truc bizarre. Le fichier a été modifié. Vous voyez, parce qu'en fait, on n'a pas demandé au départ de InDesign, par le menu de la palette lien, modifier l'original. C'est pas comme ça qu'on a été ouvrir l'image Photoshop. On l'a ouverte dans Photoshop en faisant fichier ouvrir dans Photoshop. Donc InDesign n'est pas au courant qu'on a ouvert l'image dans Photoshop. Sinon, il vous aurait fait la mise à jour tout de suite. Mais là, il vous dit, tiens, il y a un sacco qui va VC. Et vous avez l'image là qui est bien sélectionnée en surbrillance. Vous cliquez sur l'icône de mise à jour ici. Et voilà, c'est mis à jour. Vous avez un loup bleu. On revient dans Photoshop. Alors voilà, on a dans Photoshop, on a un masque de fusion qui empêche que le décor du loup soit visible, bien sûr. Je voudrais faire un deuxième masque de fusion avec un dégradé pour que progressivement les pattes du loup, qui sont vraiment pourries ici, deviennent transparentes. Il n'est pas possible de mettre deux masques de fusion sur le même calque dans Photoshop. On va devoir ruser. On va mettre ce calque dans un objet dynamique, c'est un calque conteneur, et sur le calque conteneur, on mettra un masque de fusion. Alors, on y va. Clic droit à droite du nom du calque. À droite du nom du calque, vous faites un clic droit, et dans le menu qui apparaît, vous demandez « Convertir en objet dynamique ». Donc, dans la version anglaise, c'est « Convert to Smart Object ». Vous avez donc un objet dynamique qui contient le calque et son masque de fusion. Attention, quand vous avez affaire à un objet dynamique, si vous connaissez Photoshop, vous le savez, parfois, quand vous essayez avec un outil qui modifie les pixels de cliquer sur le calque, il vous met un message Photoshop, vous devez pixeliser cet objet dynamique. Bien sûr, vous ne le faites pas, c'est une erreur de le faire. Mais c'est typiquement un objet dynamique, on ne peut pas le modifier avec un outil modificateur de pixels, comme le pinceau. Donc attention, parce que le message est vraiment pourri, ça donne l'impression qu'on doit le faire. Ben, si vous le faites, vous passez à côté de tout l'intérêt de l'objet dynamique. Alors sur cet objet dynamique, on va ajouter un nouveau masque de fusion. Vous pouvez cliquer sur l'icône ici en bas de la palette des calques. Voilà un masque de fusion qui arrive. Vous allez prendre l'outil dégradé de Photoshop. Vous êtes bien en train de travailler dans le masque de fusion, bien sûr, c'est lui qui est encadré. Dans les options de l'outil dégradé au-dessus, vous avez un dégradé du noir au blanc, normalement. Vous allez choisir de l'appliquer de manière linéaire. Ça doit déjà être ça qui est enclenché comme manière d'appliquer le dégradé. Vous avez 5 manières d'appliquer les dégradés. C'est celle de gauche qui est enclenchée. Le mode d'application est normal. L'opacité est 100%. On est d'accord? Vous allez tracer de haut en bas ou de bas en haut. Voilà, c'est plutôt de bas en haut qu'il faut le faire. Et vous avez la transparence. Vous êtes en train de créer la transparence qui nous intéresse pour maquiller rapidement les pattes de cette bestiole. On est en train de mettre un dégradé du noir au blanc dans le masque de fusion et ça crée de la transparence. Les différents niveaux de gris du dégradé, c'est différents niveaux de transparence. Vous faites la mise à jour, fichier enregistré. Vous allez voir dans InDesign. Vous faites la mise à jour dans InDesign. Voilà. Donc voilà, on a un petit problème. C'est
que la transparence n'est pas prise en compte par l'habillage en fait, hein. Oui, puisqu'en fait on a fait un habillage sur base de la transparence de l'image. Mais je veux dire, les pattes sont un peu trop transparentes. Et donc le texte va dedans. Alors à la place de type d'habillage basé sur la couche alpha, vous pourriez choisir type d'habillage basé sur la détection de contours. Et là, tout se passe dans InDesign. InDesign détecte les contours. Voilà. Parfait. Enfin non, pas parfait, c'est pourri. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Il y a des taches. Voilà. Le problème, c'est les petites taches qui sont prises en compte. Et ça, c'est dans Photoshop, les taches. Eh bien, je vais dans Photoshop. Alors, regardez, vous aurez l'occasion de le faire plus tard. Je vais nettoyer le masque que j'avais fait au départ. Il a plein de petites taches, il est pourri, le masque de fusion, le premier masque de fusion. Il est où, le masque de fusion, le premier? Il est dans l'objet dynamique. Je vais double-cliquer sur l'objet dynamique, donc sur la partie gauche ici, et la partie gauche là, et ça va ouvrir le contenu dans une autre fenêtre. Bon, il y a un message. Ah oui, message sur les profils, ok. Préférez le profil incorporé, ok. Il y a peut-être un message qui annonce un truc incompréhensible. C'est que, en fait, une fois que vous avez modifié le contenu de l'objet dynamique, pour le réintégrer dans l'image d'origine, il faut faire fichier enregistré. Je vous montre ici le principe. Voilà, donc ça c'est le contenu de l'objet dynamique, bien sûr. Je fais Alt-clic sur le masque. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça affiche le masque en entier. Je remarque qu'en effet, j'étais un peu à la bourre la dernière fois que j'ai fait ça. Je prends l'outil pinceau. Je vais dessiner en noir sur les tâches pour nettoyer le masquage. Voilà, il faut modifier la taille de la brosse. CTRL-ALT, clic droit du PC. Quand vous avez les touches CTRL-ALT avec le pinceau, donc c'est CTRL-ALT, clic droit du PC. Sur le Mac, c'est clic gauche. Pour modifier rapidement la forme de la brosse. Voilà, donc là, les petites taches sont quasiment toutes parties du masque. Ça a l'air d'être nickel. C'est en tout cas plus propre. Normalement, voilà, ça devrait fonctionner. Alors, je fais fichier enregistré pour réintégrer le contenu de l'objet dynamique à l'image derrière. Fichier enregistré. Je fais fichier fermé. Ça, normalement, maintenant, c'est propre. Il ne devrait plus y avoir de tâches. Le contenu de l'objet dynamique a été réintégré à cet endroit-là. C'est propre. Je fais fichier enregistré pour enregistrer sur disque dur cette fois-ci. Juste avant, j'ai fait fichier enregistré, c'était pour réintégrer le contenu de l'objet dynamique dans l'image Photoshop. C'était pas vers le disque dur. Mais ici, c'est vraiment vers le disque dur. Fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign. Je demande la mise à jour. Et ça devrait améliorer l'habillage sans les petites taches. Voilà. Nickel. Ah, c'est pas facile l'habillage, mais c'est génial. C'est génial, ça donne vraiment un look pro à vos publications. Vous voyez ça dans les magazines partout. Vous ne saviez pas comment on faisait. Eh ben voilà, vous avez eu un peu un cas particulier. Si c'est juste un bloc image qui habille, c'est facile, mais si c'est du détourage fait dans Photoshop ou Passo, il y a des choses auxquelles il faut penser. Outil bien sûr de transformation manuelle de InDesign. Poignée du coin, Alt majuscule si on veut agrandir la bestiole. Vous voyez, si on veut agrandir un bloc et son contenu, c'est avec l'outil de transformation manuelle. La flèche noire, c'est pour modifier le cadre, mais si je veux modifier le bloc et son contenu, je dois absolument utiliser la transformation manuelle avec la touche majuscule pendant que je fais ça, jusqu'à ce que tout soit fini. Je lâche la touche majuscule après le bouton de la souris, pour que, évidemment, la touche de contrainte garde les proportions. J'ai pas envie que mon loup se transforme en belette en étant écrasé dans un sens ou l'autre. Vous enregistrez le document et voilà, vous avez largement assez pour faire déjà maintenant des documents avec un look professionnel.
Alors, dans la palette page, vous avez normalement donc les gabarits qui sont au-dessus de la ligne horizontale et vous avez les pages sous la ligne horizontale, on en avait parlé. Je vais rapidement remettre en configuration comme on l'avait fait la palette page, c'est-à-dire tout mettre à l'horizontale. Donc dans le menu de la palette page que j'ai détachée bien sûr, elle était attachée sur le côté là au début. J'ai été la prendre. Alors, voilà. Elle ne veut pas y aller du coup. Elle est trop grande, trop large. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, je répète cette histoire de la palette page. Elle est là éventuellement sur le côté. Quand vous demandez menu, fenêtre, page, window, pages, vous avez la palette page. On peut la détacher du groupe de palettes sur le côté en la prenant par son nom. Voilà. Ensuite, on va faire les pages à l'horizontale en allant dans le menu de la palette page jusqu'à la dernière ligne option de panneau. Vous décochez, pour les masters, vous décochez montrer verticalement. Comme ça, les gabarits du dessus sont montrés horizontalement. Et puis également, dans le même menu, l'avant-dernière ligne cette fois, montrer les pages horizontalement. Montrer les pages horizontalement. Vous avez les pages qui se montrent horizontalement si vous élargissez la palette évidemment. Et alors, les gabarits ici, je vais les agrandir un peu par les options de panneau. À la place d'avoir des icônes petites, je vais demander des grandes icônes. Voilà. Donc tout le document est basé sur une grille modulaire, je vous avais expliqué, c'est ce qui permet d'avoir un document qui a une structure derrière. On sent que chaque page est basée sur une structure derrière, c'est pas du n'importe quoi. D'une page à l'autre, ça ne change pas complètement. Mais malgré tout, quand on passe d'une page à l'autre, il faut positionner les textes et les images pas de la même manière sur toutes les pages, de manière à ce qu'il y ait de la variante dans le document. Donc c'est le secret d'une bonne mise en page, de la variation d'une page à l'autre, mais malgré tout une structure qui est derrière et qu'on la sent. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite approche du système de grille modulaire. C'est le secret pour faire des mises en page qui en jettent. Alors, les pages utilisent donc des gabarits. Bon, il se trouve qu'il y avait un gabarit A qui a servi au départ à faire la grille modulaire. Ça ne contient que des blocs horizontaux. Mais au départ de ce gabarit A, comme on le voit, il y a un gabarit B qui a été fait. Le gabarit B utilise le gabarit A. Il y a un gabarit C qui a été fait. Le gabarit C utilise le gabarit A. On a un gabarit D qui utilise le B. Ah tiens, il utilise le B sur la page de gauche, le C sur la page de droite, c'est pas interdit. Donc voilà, on a des gabarits en cascade. On appelle ça des gabarits en cascade. Ou du parentage de gabarits. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les éléments dans les gabarits, là je double-clique sur le gabarit, B par exemple, vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Quand vous êtes en affichage normal, vous voyez toute la structure du document et vous voyez que les blocs qui sont inaccessibles ici parce que le calque qui les contient, c'est le calque image et texte, il était verrouillé. Si je le déverrouille, les blocs sont accessibles. Les blocs sont collés à des guides et collés aux marges. On a des marges sur les pages de 12,7 mm, 1 demi-pouce, quoique la marge intérieure ici, qui est près de la reliure, a été faite à 20 mm, parce que pour la lecture, c'est mieux si le texte ne s'approche pas trop près de la reliure. En tout cas, voilà, les blocs collent aux marges. Et ça, c'est génial. Ça va vous permettre d'enclencher la mise en page, la modification automatique de mise en page. En modifiant la valeur des marges, les blocs vont se redimensionner dans les gabarits. Et les pages qui utilisent ces gabarits, leurs blocs vont également se redimensionner. Vous allez pouvoir influencer la mise en page. Par exemple, quand je regarde ma mise en page ici, si je vais voir ma mise en page, ici, page 14, qu'est-ce qu'on a comme page 6, voilà. Ok, la mise en page, elle est pas mal, mais je trouve que c'est un peu trop près du bord. Tout est un peu trop près du bord. Imaginez, vous avez fait une mise en page et le client vous dit « Ouais, c'est pas mal, mais ça aurait été mieux s'il y avait eu plus de marge entre le bord de la page et les éléments. » Ben, vous allez en quelques secondes pouvoir modifier ça. Petite parenthèse ici. Plus vous mettez d'espace blanc dans vos mises en page, plus le document a l'air luxueux. Plus vous remplissez complètement avec des images du texte partout, plus ça a l'air bas de gamme. Les deux sont bons. Vous voulez vendre
des produits et vous prétendez être le moins cher du marché, vous allez faire un catalogue où c'est vraiment, et vous les trouvez dans vos boîtes aux lettres, ces catalogues, où tout est serré, il n'y a pas un centimètre carré sans du texte ou une image. Et les images sont petites. Là, les gens qui reçoivent ça se disent, oui, il dit qu'il n'est pas cher, et en effet, son document, il n'a vraiment pas utilisé beaucoup de papier. C'est bête, mais c'est ça la réflexion chez les gens. Moi, j'ai été photograveur dans les années 90, ça veut dire je traitais les images pour les publicités, les affiches, les catalogues, etc. Je vous garantis qu'il y a des choses bizarres. Quand on veut vendre des produits en disant que c'est pas cher, d'habitude, on vient chez le photograveur en disant « améliore-moi l'image », mais dans ce cas-là, c'est « rends-moi l'image de mauvaise qualité », avec un script. Comme si l'impression était de mauvaise qualité chez l'imprimeur. Comme si ça avait été imprimé pour quelque chose, ça l'a coûté pas cher de l'imprimer. Voilà, ça c'est quand on veut donner une impression de cheap, on remplit complètement, et des images même pourries, si on veut vraiment donner cette impression-là. À l'inverse, vous voulez donner une impression classieuse, vous avez intérêt à mettre du blanc un maximum dans les images. Alors du blanc, c'est pas nécessairement la couleur blanche. Donc du blanc, c'est pas nécessairement la couleur blanche, ça peut être des fonds en couleur qui sont vides. Je vous montre ici un bouquin que vous ne devez pas acheter nécessairement. Non, je vous pousse pas à l'acheter parce qu'il est cher. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il existe ce bouquin. C'est un bouquin pour ceux qui sont avancés dans la mise en page. Il s'appelle White Space is not your enemy. Donc les espaces blancs, les espaces vides ne sont pas votre ennemi. Et donc c'est un bouquin qui explique que vous avez vraiment intérêt, quand vous faites des compositions, des mises en page, à faire des espaces vides pour que ça ait l'air classieux, ça respire en fait, et ça invite à la lecture. Hein. Vous savez très bien que, par exemple, un syllabus d'un prof où tout est rempli, ça n'invite pas à la lecture. Si c'est un peu plus espacé, si c'est un peu mieux mis en page, ça peut être chouette. Bon, voilà, le bouquin coûte quand même 32 €, donc je ne vous le montre pas pour vous inciter à l'acheter, je le répète, c'est juste pour vous dire que c'est tellement vrai que les espaces blancs sont importants dans les affiches, dans les mises en page, qu'il y a même un bouquin qui existe à ce propos. Alors voilà, je repasse en affichage normal. Bon, donc, ce qu'on va faire ici, je vais peut-être agrandir la palette pages comme ça sur tout mon écran et demander que les pages en bas, les vignettes soient plus grandes. Donc menu de la palette page, je vais aller jusque les options de panneau et je vais demander que les pages soient plus grandes. Tout à l'heure j'avais demandé que les gabarits soient plus grands, ça se voit, ils sont plus grands que les pages. Mais maintenant c'est les pages que je demande plus grandes. Voilà, donc je vois les pages plus grandes, j'ai une vue d'ensemble sur mon document, avec ma palette page bien agrandie comme ça. Et je vais aller modifier les valeurs de marge dans le gabarit A. Alors on y va, vous faites clic, majuscule clic pour activer les deux pages du gabarit A, qui est à la base de tout, je vous rappelle. Hein. C'est d'ailleurs là-dedans que la numérotation automatique a été mise. La numérotation, les petites numérotations automatiques sont dans le gabarit A et elles sont reportées sur tous les gabarits enfants. Donc si je veux modifier l'aspect de la numérotation dans ce document, ce que je vous conseille vraiment pour le travail que vous allez devoir rendre, modifier quand même l'aspect de la numérotation, faites-le dans le gabarit A, comme ça toutes les pages reçoivent votre numérotation modifiée. Je veux dire l'aspect, pour l'instant c'est des chiffres blancs dans un rond, dans un cercle rangé, mais voilà, vous pouvez changer la forme, changer ça. Vous pouvez mettre à gauche les numéros sur les pages de gauche et à droite les numéros sur les pages de droite. Ça se fait aussi, hein, les numéros qui sont portés aux extrêmes de la double page, plutôt que d'être centrés sur la page. Enfin, je vous laisse libre pour ça. En tout cas, voilà, vous avez votre palette page avec une vue d'ensemble sur les pages. On voit que les éléments sont quand même fort proches du bord des pages. C'est une marge de 12,7 mm. Vous avez activé les deux pages de gabarit par clic, majuscule clic. Vous allez maintenant dans le menu Layout. En français, ce sera le menu page, le menu Layout. Et vous allez chercher la fonction marge et colonne. Alors, avant de faire quoi que ce soit dans cette boîte marge et colonne, avant d'aller modifier les choses ici, vous devez absolument enclencher ceci. Autoriser le redimensionnement. Un truc comme ça dans la version française. Autoriser le redimensionnement.
Et ça veut dire que quand vous modifiez les marges, les éléments vont se redimensionner en fonction de ça. Bon, ben essayons. Vous avez ici la chaîne qui est cassée. Je vais peut-être décocher Preview parce que mon ordinateur est un peu lent. J'irai enclencher Preview une fois que j'aurai modifié les valeurs ici. Donc vous avez tous enclenché l'autorisation de redimensionnement. Je vais ici mettre comme marge intérieure, donc près de la reliure, ce qu'on appelle le petit fond dans la version française. Je vais peut-être aller mettre 30 mm au lieu de 20. Au-dessus du document, je vais les mettre 15. En dessous, alors petit conseil quand vous faites des mises en page, mettez toujours un peu plus d'espace en dessous qu'au-dessus. Comme ça crée une espèce de socle. On a l'impression que les éléments sont sur un socle. Stabilité. 20. À l'extérieur, par rapport au bord extérieur des pages, je vais éventuellement mettre 15 aussi. Et alors je vais cocher l'aperçu ici et on devrait voir que ça modifie tout. Ça va calculer normalement. Voilà, ça calcule. Et voilà, ça a bougé. Voilà. Ça a marché. J'ai plus d'espace en dessous. Des pages. Un peu plus d'espace au-dessus et à gauche. Et beaucoup plus d'espace au milieu. On va y aller encore plus fort. Allez, je décoche la preview ici. Et je vais aller encore plus fort. On va faire vraiment beaucoup d'espace autour de ça. Alors, pour le dessus, je vais mettre 20. Pour le dessous, je vais mettre 30. Pour le côté, je vais mettre 25. Pour la marge intérieure, près de la reliure, 35. OK. Et oui, j'ai fait OK au lieu de faire preview, mais c'est pas grave, ça revient au même. Ça va calculer. Et voilà. Vous avez des mises en page avec plus d'espace. Donc voilà. Alors il y a peut-être des choses qui ne se sont pas mises comme il faut, c'est possible, voilà, déjà ici je vois que peut-être les espacements entre les images, il faudra que j'aille régler ça. Il y a peut-être certaines choses qui doivent être réglées, mais globalement la mise en page est restée correcte. Vous avez constaté, ça va, vous pouvez aller voir sur les pages, la mise en page reste correcte, je vais rétrécir ma palette de pages ici. Donc très intéressant ça, au départ d'une mise en page, vous pouvez en faire une variante avec voilà, plus d'espace, c'est quand même mieux. Voilà, c'est quand même mieux quand on a plus d'espace. Alors bien sûr, du coup il y a du texte qui va disparaître, il faut peut-être aller retravailler les styles de paragraphes pour faire le texte plus petit ou supprimer du texte. Donc forcément, oui, hein, si la taille du caractère est restée la même, ça va poser problème. Je vais redimensionner ici l'image de ma bestiole, je la sélectionne. Et pour redimensionner l'image et son contenu, ce n'est pas la flèche noire que j'utilise, bien sûr. C'est l'outil de transformation manuelle. Quand on veut redimensionner un bloc et son contenu, voilà, je prends une poignée du coin avec Alt majuscule, je redimensionne, je lâche le bouton à souris, puis les touches Alt majuscule. Voilà, au passage, petit rappel là pour redimensionner un bloc et son contenu, outil de transformation manuelle et non pas la flèche noire parce que la flèche noire ça recadre. Voilà, donc il y a des ajustements à faire, on est d'accord. Il y a des ajustements à faire. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y avait des images qui ne collaient pas bien au repère. Voilà, il faut aller refaire des choses. Vous avez les repères commentés qui vont vous aider à repositionner, vous voyez, ces petites flèches qui apparaissent sur le côté quand je positionne les éléments, qui m'indiquent que là, vous voyez la petite flèche verte là, qui apparaît, là, voilà, elle était là, qui m'indique que j'ai le même espace que là. Enfin voilà. Bon, c'est le B à bas, hein, je veux dire, on peut faire plus complexe comme possibilité de redimensionnement. Je vais enregistrer le document. Allez-y. Alors, ceci est important, vous n'êtes pas limité à cette structure-là, c'est-à-dire que vous pouvez modifier les marges et même l'orientation du document. Même si vous avez commencé déjà le document, vous pouvez décider en cours de route de modifier les choses. Alors par exemple ici, si je vais dans le menu Fichier,
format de document. Fichier format de document, je décide de passer vers une orientation verticale. OK. Vous voyez ce qui se passe? J'obtiens des pages verticales, mais rien n'a bougé en fait. Les éléments sont vraiment restés comme ils étaient sur les pages horizontales. C'est pas bon. J'annule. Édition annulée. Ce que je peux faire, c'est aller, avant de modifier le format du document, de passer de l'horizontale à la verticale, je peux aller dans le menu page, marge et colonne, aller enclencher ceci, activer l'ajustement de la mise en page. Du coup, quand je refais la même opération, fichier, format de document, je passe en vertical, eh bien, la mise en page s'adapte. Alors, il faut adapter un peu les choses, notamment la hauteur des images n'est pas prise en compte, mais si vous faites bien coller vos blocs, dans les gabarits, ils collent de façon les blocs aux marges roses, ça fonctionne pas trop mal. Donc dans ce cas-ci, je dois agrandir le bloc ici, demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, voilà. Bien sûr, repositionner l'image, c'est du basic InDesign ça. Ici, les images, il va falloir que j'adapte aussi, que j'agrandisse. Donc il y a un peu d'adaptation, mais on peut faire passer à un certain moment, décider, tiens, mon document finalement, il ne sera pas horizontal, il sera vertical. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà, donc en quelques secondes, je suis passé d'un document qui était horizontal à un document vertical. Je vais l'enregistrer. Alors autre chose, dans la palette page, je vais pouvoir activer le gabarit qui est à la base de tout. C'est le gabarit A. Clic, majuscule, clic. Je peux même double-cliquer sur lui, aller le voir. Voilà, il est là derrière, son contenu. C'est lui qui est à la base de tout, puisque tous les autres gabarits sont ses enfants. Ou petits-enfants d'ailleurs. Quand on a des enfants du gabarit B et C, ce sont les petits-enfants du gabarit A. Dans la palette page, je peux demander d'afficher les pages horizontalement, comme ça je les vois horizontalement ici. Voilà, je peux demander, toujours dans le menu de la palette page, dans les options de panneau, de voir les pages en plus grand. Voilà. Donc je suis en train de travailler sur le gabarit A, c'est indiqué ici, gabarit A. C'est indiqué en bas à gauche aussi. Et je vais aller modifier ces valeurs de marge. Et là aussi, ça va modifier tout le document. Si j'ai un document avec des centaines de pages, ça va le modifier. Donc, menu page, marge et colonne. Activer l'ajustement de la mise en page doit être coché avant que je modifie les valeurs de marge ici. Donc, c'est le cas, c'est activé. Ici, la chaîne doit être cassée pour que je puisse mettre des valeurs différentes un peu partout. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être décocher la case aperçue, sinon ça va prendre un peu trop de temps pour calculer pendant que je modifie les valeurs. Donc je vais ici par exemple augmenter à 40 le bas de la page, augmenter à 20 le haut de la page. Les côtés gauche et droit, je peux faire 15 et 15 à la place de 12,7. 12,7 c'est juste un demi-pouce, c'est pour ça que ce sont des valeurs bizarres. Donc voilà, j'ai des marges plus grandes. Je coche la case aperçue, il faut regarder ce qui va se passer ici sur la page, sur les pages. Et bien voilà, on a plus d'espace en bas, 40, c'est ce que j'avais demandé, on a plus d'espace en haut, 20. Donc vous voyez qu'on arrive à modifier ça. Je vais encore y aller franco encore plus, je vais mettre 40 au-dessus, 60 en dessous, 25 sur les côtés, je coche la case aperçue, ça va modifier la mise en page, voilà, on a plus d'espace, vous voyez. Donc vous arrivez à faire deux choses avec cette fonction activer l'ajustement de la mise en page. Vous arrivez à transformer un document horizontal vers vertical ou inversement. Ça peut être pratique quand vous avez un flyer et une affiche à faire. On peut démarrer du même document.
Vous arrivez aussi à modifier les valeurs de marge sur tout le document. Si vous le modifiez dans le gabarit qui est le parent de tout, ça va modifier sur tous les gabarits et forcément sur toutes les pages qui utilisent ces gabarits. Ça, c'est quand même pratique. Je vais double-cliquer sur la page 2 et 3, aller voir à quoi ça ressemble maintenant. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, alors, il y a peut-être des choses à ajuster, bien sûr. Il y a des choses à ajuster. Oui, ça, c'est bon. C'est juste l'image qui est redescendue trop bas. Je vais la remonter là. Voilà. La taille du texte ici, je vais devoir aller la modifier puisque forcément le bloc s'est rétréci. Quand on a augmenté la valeur de marge, le bloc s'est rétréci et donc le titre a moins de place. Bien. Il faut peut-être supprimer certains blocs. Là, il n'y a plus la place que pour 2 images. Redimensionner les images ici. Donc, vous voyez, c'est quand même très souple. Vous démarrez d'un gabarit qui vous aide à faire les choses. Et en plus, vous avez la possibilité de vous en éloigner. Donc, ça veut dire que si vous ne voulez pas devenir des pros de la mise en page, tous les documents InDesign de mise en page que vous allez faire par la suite, parce que ça peut quand même être pratique pour constituer des dossiers, des choses pas mal, vous allez pouvoir les faire au départ de ce document que je vous fournis et le modifier. C'est assez puissant en fait, hein. Bon, la numérotation, vu qu'elle ne collait pas aux marges, elle est restée en place. Et donc c'est un peu foireux, je vais la repositionner. Alors on va faire ça ensemble puisque vous avez des questions là-dessus. La numérotation, elle a été mise dans le gabarit A, qui est utilisé par tous les autres gabarits. Je double-clique sur le gabarit A. Il est bien indiqué en bas à gauche de la fenêtre du document que je travaille dans le gabarit A. Je le dis parce que quand je dis de double-cliquer sur le gabarit A, il y en a qui font juste cliquer. Et ils n'ont pas quitté la page du document, et ils ne sont pas allés dans le gabarit. On est bien dans le gabarit A, et c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Donc je vais zoomer sur... je vous le montre, vous allez pouvoir tester après. Je vais zoomer sur mon bloc là. Il est sur un calque spécial qui s'appelle numérotation. Donc je vais déverrouiller le calque numérotation. OK. Et le voilà. Donc je peux changer la police de caractère. Je choisis... j'ai même pas besoin de sélectionner avec l'outil texte. Le fait que le bloc soit sélectionné avec la flèche noire, ça va aller. Donc menu texte caractère. On peut changer la police. Ok, bon, essayons ce truc moche. La dimension. Voilà. Le bloc, je peux changer sa forme, la convertir. Menu objet. Convertir la forme. Et je peux la faire en rectangle. Voilà. Je peux lui faire des coins arrondis si je veux. Menu objet, coin arrondi. Il faut demander des coins arrondis ici. Voilà. Bon, c'est un peu fort, ça redevient un cercle. Voilà, un rectangle à coin arrondi. Voilà, c'est moche, mais pourquoi pas. Voilà. D'accord. On peut aussi rendre le rectangle transparent, sans fond, sans couleur de orange, et comme ça on aura juste un numéro, et on peut lui mettre la couleur noire, évidemment. Il ne faut pas qu'il reste en blanc dans ce cas-là. Donc on peut faire ce qu'on veut, quoi. C'est comme un bloc texte, quoi. Ici, je vais faire ceci. Je vais le déplacer vers la gauche, là, par exemple. Attention, parce que j'en ai un autre qui est sur la page de droite. Je le supprime. Je vais aller dupliquer celui-là en le déplaçant. Avec la touche Alt, je le déplace, voilà. Et aller le mettre à peu près au même endroit de l'autre côté, en symétrie. Les numéros, on peut les mettre où on veut, au-dessus, si on veut, dans des mises en page un peu créatives.
on peut mettre les numéros, pas nécessairement vers le bas de la page. Donc résultat, ici, si je vais sur les différentes pages, j'ai les numéros qui sont positionnés comme il faut. Voilà, en vis-à-vis. Alors, si pour certaines pages, le numéro m'ennuie, ben, vous pouvez le supprimer de la page. Si c'est une publicité, par exemple, ou si le numéro vient comme ici sur une image et que ça m'ennuie, bon, dans les magazines que vous feuilletez, toutes les pages ne sont pas numérotées, hein. C'est de temps en temps qu'il y a le numéro de la page. Donc voilà, il va falloir, dans ce cas-là, déverrouiller, parce qu'il n'est pas accessible, il vient du gabarit. Avec la flèche noire, il faut enfoncer CTRL majuscule et cliquer sur lui, commande majuscule quand on est sur un Mac, CTRL majuscule quand on est sur un PC. Une fois qu'il est déverrouillé, vous enfoncez la touche suppression pour le supprimer, ou, si vous voulez vous donner la possibilité de le faire réapparaître, un jour, vous allez chercher Objet, Effet, Transparence, et vous le rendez transparent, à 0. Voilà, comme ça il est toujours là si je veux le faire réapparaître un jour, mais il n'est plus visible. Donc il y a quand même pas mal d'endroits où les numéros peuvent être gênants, et vous les supprimez comme ça du gabarit. Oui, il y a aussi une possibilité de faire un gabarit enfant qui ne possède pas de numéro, mais c'est un peu plus compliqué. Pour les débutants, ceci est très bien.